Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Les deux temps forts de notre session de ce soir seront 1, le COCAN et 2, le PDCI. Merci d'être avec nous. Prenez place, on démarre maintenant. C'est toujours avec un plaisir renouvelé que nous sommes avec vous. Bonsoir et bienvenue. C'est le Grand Talk sur Live TV. Notre plateau est prêt. Alain Toussaint, bonsoir. Bonsoir, Christelle. Merci d'être là. Merci. Herman Aboua, bonsoir. Bonsoir, Christelle. Élisée, bonsoir. Élisée. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis, bonsoir chers téléspectateurs. Très bien. Davouda, bonsoir. Bonsoir Christelle, j'espère que tu vas bien. Ça va très très bien, merci. Super. Et chez toi? Ça va très bien. Super. Alors messieurs, nous commençons tout direct, comme on l'a dit à l'entame de ce programme, par un point COCAN. Le premier axe de notre conversation, justement, ça sera cette histoire de maillot contrefait qui a fait le buzz sur la toile. Le Premier ministre, donc du moins pas le Premier ministre, le président du COCAN, le ministre Amichia, lors d'une rencontre justement de lancement de ce maillot-là, a exhorté, je dis bien exhorté, les populations à aller vers le maillot officiel, pas des maillots contrefaits. Une exhortation. Et l'affaire a pris une autre tournure. Certains ont fait des posts. Il dit qu'il ne veut pas nos maillots 2000-2000. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit, Daouda, essayant de situer le contexte? Non, il est important de situer les choses dans leur contexte parce que généralement, quand une chose est sortie de son contexte, ce n'est ni plus ni moins qu'un prétexte. C'était le 19 juillet dernier, lors de l'opération un Ivoirien, un maillot. Et donc, le président Yacine, qui est le président de la FIF, membre du COCAN, était en train de montrer les maillots officiels de la CAN et il donnait celui du président du COCAN Amichia. Et ils ont essayé il a expliqué qu'il y a certaines entreprises qui avaient ces maillots-là, notamment Total Énergie qui sont partenaires, Canal Plus Horizon, Orange Côte d'Ivoire, on peut les citer, le quatrième j'ai oublié un peu. Et dans son discours, le président du COCAN a expliqué plus ou moins aux uns et aux autres que la CAN aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est un vœu pieux qui nous tient à cœur et qui tient au cœur du président et qu'on a pratiquement réussi cette CAN-là. Et le bémol, son pincement de cœur, c'était qu'aujourd'hui, il voyait certains supporters qui allaient s'approvisionner avec des maillots contrefaits et qu'il l'exhortait, bien entendu, les uns et les autres à s'acheter les maillots officiels. Mais disons-le clairement, ces maillots officiels-là, c'est pas à la bourse de tout le monde. Justement, le coût de ces maillots officiels. D'après, moi, quand je l'achetais, il est à 60 000 francs. Plus les tempons de 59 900 francs. Donc, on va dire 60 000 francs, Voilà. très bien. Alors, Herman, on rappelle qu'il a dit exhorter, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Et qu'il n'a pas annulé le fait qu'on pourrait donc avoir, s'il y a une intelligence qui fait un concept qui est magnifique, voilà, les gens pourraient donc avoir ce maillot-là. Je vois que Daouda et toi, D'où vient le débat? vous faites quand même des efforts pour faire accepter, Non, ce sont ses propos. faire comprendre. Il a dit, nous vous exhortons à acheter les maillots originaux Soit. vendus à la fédération. Soit. Les maillots originaux, Daouda qui dit avoir acheté, le coût est à 59 900 francs avec l'achat d'un thème de 100 francs CFA, 60 000 francs CFA. Et il a manqué de le dire, parce qu'il nous l'a dit en offre, le flocage fait 15 000 francs CFA. Si on veut rester avec le maillot, oui, avec le maillot, mais généralement, les gens veulent bien personnaliser comme les joueurs le maillot. On est à 75 000 francs. Mais même si on reste aux 60 000 francs, le SMIC en Côte d'Ivoire, il est 75 000 francs le mois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on demande à un Ivoirien qui a un revenu très modeste de prendre 75 000 francs pour acheter. Le truc, ce n'est pas de ne pas vouloir acheter un maillot officiel, mais les prix ne sont pas raisonnables. Aujourd'hui, il y a un certain engouement. Pourquoi est-ce qu'au lieu de demander aux gens d'acheter des maillots officiels, certains vont le faire parce qu'ils en ont les moyens, on ne cherche pas, si c'est pour lutter contre la contrefaçon, on ne cherche pas à fermer les circuits d'approvisionnement parce que ça vient d'ailleurs. Si ça se trouve sur le marché ivoirien et que généralement ceux qui utilisent ces maillots contrefaits, souvent c'est sensiblement de la même qualité que les maillots originaux. Ceux même qui ont acheté les maillots originaux, lorsqu'ils voient les maillots contrefaits, souvent ils se disent mais je suis allé mettre 60 000 francs. Ça reste quand même des maillots contrefaits. Voilà, ça reste quand même des maillots contrefaits. Mais si on veut faire une campagne contre la contrefaçon, on le fait. On fait cette campagne-là depuis les frontières, c'est-à-dire que dans les circuits d'approvisionnement de marché de ces maillots-là, et non pas venir, comment on appelle exhorter, si on veut prendre son terme,
les populations qui Donc, on trouvent un travaille circuit sur les avec un frontières, par maillot, exemple. avec un prix d'un maillot qui Herman, peut- donc au niveau des frontières, au niveau de la douane, on accélère, on accentue le contrôle. la lutte contre la Très contrefaçon, bien. ce n'est pas sur les maillots seulement qu'il faut le faire. Élisée, quel est votre point de vue sur cette question? Est-ce que vous pensez que ce doit être une véritable question, une véritable préoccupation pour nous? Le fait qu'ils disent, qu'ils l'exhortent, donc un vœu pieux, un souhait, que les populations puissent prendre le maillot officiel et laisser les maillots contrefaits. Peut-être qu'il aurait pu rajouter ceux qui ont les moyens, peut-être. C'est ce qui a créé peut-être le buzz, n'est-ce pas, selon vous? Oui, mais bon, moi je pense que déjà, il faut concéder au ministre Amicha ses propos. Il est en droit de le tenir. C'est une exhortation, ce n'est pas une obligation qu'il fait, une injonction qu'il fait à qui que ce soit. C'est juste une exhortation. Mais en même temps aussi, moi je me mets à la place du citoyen lambda et je l'exhorte lui aussi à exhorter ceux qui produisent les maillots, de sorte à ce qu'ils revoient aussi les prix pour la grande catégorie des populations. La preuve, même quand on vend les tickets du stade, les tickets ne sont pas uniformisés. Pourquoi on fait des tickets de 1 000 francs, de 2 000, de 5 000, de 10 000? Parce qu'on se dit qu'on a différentes catégories de citoyens avec des revenus totalement, voilà, des revenus divers qui, eux aussi, ont le droit de prendre part au spectacle. Donc, sur cette base-là, on peut entrevoir de produits, des maillots qui soient à la portée de la bourse de tous les citoyens. On peut stratifier quand même. C'est-à-dire qu'il y a des maillots d'une certaine catégorie. Niveau. Voilà, et puis au fur et à mesure, on descend. C'est des choses qui peuvent se faire aussi. Parce que là, quand on va dans un stade de football, ce n'est pas juste des nantis qui sont dans le stade. Il y a tout le monde. Et surtout que nous, notre CAN, on ne veut pas de terrain vide. On ne veut aucun stade vide. Je pense que ça, c'est des moyens qui peuvent encourager les uns et les autres à aller au stade. Donc, il faut prendre aussi cette décision-là. Il ne faut pas juste voir dans un sens. Mais je pense que cette exhortation-là, elle doit être pour moi un bipartite, aussi bien à l'endroit des populations, mais également à l'endroit aussi des fabricants, de ceux-là aussi qui Est-ce que confectionnent justement ces le maillots. fabricant ne se dit pas, on est en affaires, c'est du business, avec tous les intrants et tout ce qui rentre, avoir voilà, son capital, avoir un bon bénéfice, avoir son capital puis réinvestir? Mais en même temps aussi, je pense que si on veut aller dans une telle logique, on pourrait se dire, bon... C'est une supposition. Non, hein, je bien comprends, sûr. oui, je comprends, je suis totalement d'avis. Mais je vais sur la base de ce raisonnement. Si on veut aller donc dans cette logique-là, on peut dire, bon, OK, on va essayer d'amortir les coûts de la construction de nos infrastructures, notamment du stade. Donc, puisqu'on veut amortir, parce que c'est 500 milliards quand même qui ont été investis pour la CAN. Donc, si on veut amortir un peu là, on enlève tous ceux qui payent 2 000, ceux qui payent 3 000, on commence les prix à partir de 50 000 ou 100 000. C'est aussi une idée. Si tant est qu'on est dans une telle logique. Mais ce n'est pas ça le but. Le but aujourd'hui, ce n'est pas d'appauvrir les gens, mais c'est de permettre à tout le monde de participer au spectacle et vraiment de vivre cette canne-là à fond, parce que c'est peut-être une expérience unique pour plusieurs. Parce que la canne de 84, beaucoup d'entre nous n'étaient même pas encore nés. Vous étiez très jeune. Donc aujourd'hui, là, tous les Ivoiriens veulent vivre cette canne-là parce que ce n'est pas chez eux. Donc, sur cette base-là, je pense quand même qu'il faut en tenir compte. Autant on exhorte les populations, autant on peut faire des démarches auprès des fabricants pour qu'eux aussi ils essaient de revoir. Alain Toussaint, est-ce qu'il aurait peut-être fallu catégoriser, comme Élisée le dit, pour ne pas justement cristalliser l'attention sur les 60 000 francs qui n'est pas la bourse de tout le monde? Oui, je pense que ce n'est pas le rôle du COCAN de faire la police de la mode. La police de la mode. Parce que, je vais vous expliquer. Allez-y. L'objet dont il s'agit et que tient le président du COCAN et celui de la FIF sur l'image qui va peut-être apparaître à l'être, c'est le maillot de l'équipe de Côte d'Ivoire. Et l'équipementier de la sélection nationale s'appelle Puma, qui a signé un contrat annuel avec la fédération de l'ordre d'1 milliard. Je crois que ça s'était négocié durant la transition dirigée par Namagabala. Cela veut dire que Puma est à la recherche de visibilité et de notoriété. Donc elle s'appuie sur la sélection nationale à qui elle verse de l'argent et en contrepartie, elle obtient le droit de commercialiser les maillots de la sélection nationale. Tout à fait. Ce maillot que vous voyez là, il coûte entre 6 000 et 8 000 francs en Inde. Il est fabriqué par une usine qui appartient à l'État indien, donc c'est une entreprise publique, qui d'ailleurs est aussi le fabricant des maillots de Nike. Donc à la source, on a 6 000 francs, 8 000 francs à débourser selon vos propos. entre autres. Donc ce maillot coûte 6 000 francs. Et il arrive en Côte d'Ivoire sur le marché. Il est vendu à 60 000, 70 000, 80 000, voire même souvent 100 000 francs. Oui, mais est-ce qu'on maîtrise un peu tous les intrants dedans Non, qui pourraient justifier peut-être le prix? Il n'y a pas d'affaire d'intrants. Parce que là, permettez-moi. ce que j'explique, c'est que déjà, Puma a une licence pour commercialiser le maillot. Donc derrière, il faut définir un modèle économique qui permette à toutes les classes sociales d'accéder à ce produit. Si on a une licence, cela veut dire qu'on peut faire une sous-licence en donnant à des supermarchés le droit
de fabriquer ou de reproduire, enfin, comme il le voudrait, cet objet qui est quand même l'élément numéro 1 exactement du supporter. Donc on ne peut pas dire qu'on vient pour... On ne pourra jamais faire le contrôle de ceux qui viennent enfin dans les stades. Mais moi je pense que cet épisode-là définit de façon générale l'économie même de cette compétition. C'est-à-dire, c'est pour cela que hier nous avions demandé qu'on nous donne des explications, qu'on nous informe sur la manière dont les uns et les autres travaillent. Parce que l'enjeu principal ici, c'est un enjeu de mobilisation. Il faut qu'il y ait du monde dans les stades. Bon, l'idéal serait d'y aller en maillot et non pas en boubou. C'est ça. Ce serait bien. Bon, enfin, moi, j'irai en boubou en tout cas. Oui, on n'ira pas en C'est toi, Daouda. S'il vous plaît, messieurs, allons-y. Il faut que cet attribut du supporter soit accessible. Voilà. Et qu'on concède le droit à des commerçants, à des petits commerces, à des détaillants, le droit de reproduire le maillot de l'équipe nationale. On n'a pas besoin de leur faire la police derrière. Oui, mais en même temps, Alain, ce maillot appartient à une entreprise. Vous l'avez dit, ça a été signé et donné à une entreprise. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait peut-être pas favoriser d'autres, comme je le disais, d'autres intelligences, d'autres projets qui peuvent, eux, avoir le t-shirt à 20 000 francs, du moins à 2 000 francs ou à 3 000 francs? Oui, mais on concède donc la licence. Mais en je disant, pense que... attendez, en disant par exemple que vous avez le droit de reproduire le maillot de l'équipe de Côte d'Ivoire sans peut-être les 3 étoiles et sans le logo de la CAF. Parce que tout cela est quand même réglementé. Est-ce que ce n'est pas encourager la contrefaçon, Daouda? Non, ce n'est pas de la contrefaçon. En fait, si vous donnez une sous-licence, ils reproduisent. Très bien. Je veux dire, le débat ici, en fait, il n'est pas au niveau des maillots qui sont faits en fait avec des designs, parce qu'on voit des producteurs qui font des maillots. Indépendants, ils font indépendants. Ça, c'est le maillot de l'équipe nationale. Voilà, on ne parle pas de ça. Mais quand vous parlez de ce maillot qui coûte 6 000 francs en Inde et autres... 6 à 8 000. 6 à 8 000, disons. Même 10 000 si on veut. C'est la même usine, non, pas 10 000. 6 à 8 000 francs, c'est la même usine que Nike, Puma et... Adidas. Donc on a le prix. Allons-y, Daouda. J'ai compris cela. Mais aujourd'hui, quand Puma vient sur ce maillot, il va y adosser sa charte graphique, il va y adosser le design, il va y adosser plein de choses dont elle parlait d'intrants. Aujourd'hui, ils ont leur marque visuelle qui est sur ce maillot. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce maillot peut-être à ce prix-là. Ce n'est pas le maillot qui fait gagner l'équipe. Non, attendez, permettons à Daouda de merci. terminer. Donc, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que, en tant que, là où on parle de contrefaçon, c'est quand d'autres personnes prennent la même charte graphique. Je vois même que là, dans vos propos, vous avez dit, s'ils veulent le faire, ils peuvent enlever les 2 étoiles, ils peuvent enlever Voilà. Donc je veux dire que la question n'est pas au niveau, la question aujourd'hui se pose au niveau de toute la charte graphique, de Puma, de ceci, de cela. C'est ça qu'il s'agit. Discuter avant. Voilà. Mais je pense, je vais juste terminer, je vais dire, pour moi, une exhortation. Il dit, je vous exhorte à le payer, donc il n'y a aucune obligation. Si j'ai envie d'aller en costume, je vais en costume pour regarder mon match. Si je veux aller Méléquin, un t-shirt orange, un t-shirt blanc, t-shirt vert, ou bien un boubou orange, blanc et vert, personne ne m'empêchera d'entrer dans le stade. Alain, juste un mot, il peut aller à Élysée et Je pense que vous m'avez écouté, mais vous ne m'avez pas compris. Je disais que j'espère bien vous comprendre. La fédération, qui est propriétaire de ce maillot, peut, en accord avec l'équipementier, concéder des sous-licences. Mais ça n'a pas été fait, justement. Voilà, peut-être que la négociation n'a pas abouti ou bien qu'elle n'a pas eu lieu. Et c'est ce qu'on regrette. Fait, oui. Donc, en la matière, qu'est-ce qu'il faut faire pour que, justement, les populations puissent aller au terrain dans cette couleur orange sans se sentir frustré de ne pas pouvoir acheter un maillot qui coûte 60 000 francs. Je pense qu'à 2 mois de la compétition, on n'a plus le choix parce que ça, ce sont des choses qui se négocient 1 an, 2 ans avant. Élysée et ensuite Herman. Pas l'avant-veille. Moi, je pense quand même qu'il y a une précision à faire parce que, écoutez, Daouda, peut-être qu'il pense que nous sommes en train de dire que le ministre a obligé. Non, en entame de nos propos, on a été très clair là-dessus. Bien évidemment. C'est ce que vous avez dit. Voilà, ok. Je dis que ce n'est pas une obligation. Donc, on est tous unanimes que c'est, comme je l'ai dit, une exhortation. C'est pourquoi même, quand je parlais tout à l'heure, j'ai dit, nous aussi, on exhorte le ministre à exhorter les équipementiers, à voir dans quelle mesure il est possible aussi d'avoir des qualités de maillot qui soient quand même pour des gens qui ont des bourses qui ne peuvent pas s'offrir quand même un maillot de 60 000. Donc ça, c'est une manière. Maintenant, deuxièmement, si tant est que l'information qu'Alain nous donne est une information avérée, à savoir que les maillots coûteraient autour de 6 000, 7 000 à l'usine, à prix usine, je pense quand même que c'est vrai, je ne suis pas un expert en économie, mais pour ce que je sais, on ne peut pas payer quelque chose à 7 000 et puis venir vendre, même avec les prix d'achat et autres, pour avoir pratiquement plus de 9 fois ou 10 fois le prix. Oui, ça, c'est de l'usure. Non, ça, c'est de l'usure. Non, mais c'est de l'usure. Non, c'est de l'usure. On ne peut pas se permettre de dire qu'en la situation actuelle, ceux qui
mettre ce maillot à disposition du peuple font de l'usure. C'est pas ce que je suis en train de dire. Donc, précisez votre Faut- pensée voilà, parce que c'est très faut important. nuancer mes propos. J'ai été très précis, de la j'ai été très surenchère clair. dans J'ai tous les cas. dit que si tant est que l'information que Alain nous donne est une information exacte, donc il y a un préalable. Oui, bien Déjà sûr. ça. Si tant est que ce postulat est posé et qu'il est vraiment avéré, si on nous vend le maillot au prix de 60 000, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est Vous pas avez normal. affaire quand même Non, à ce que une je marque pense, internationale qui a une grande marque. C'est nous qui faisons la marque. Non, je Si peux tu pas te permets. permettre. Non, 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 s'il te plaît, écoutez, je vais je pas te vous en permettre, prie, c'est je mon vous tour en de prie, je parole. vous en prie. Vous vais pas te avez permettre. affaire à Tout une le monde a la marque qui est petite. Puma, qui n'est pas une petite marque. Non, c'est nous qui Quand faisons on la décide marque. d'aller vers Puma, est-ce que justement on ne se dit pas, avec ce que représente l'entreprise, avec ses antécédents, tout ce qu'elle a fait dans le monde du sport, ils peuvent se permettre de vendre ce prix-là, de vendre ce t-shirt-là à ce prix-là, Mais et en la fait, Côte d'Ivoire accepte de Non, l'acheter. mais moi, ce que je veux dire, Attendez, Le je vais vous contrat est répondre. signé. non, au-delà Daouda. de répondre, parce que moi, je disais ce que Élisée disait, je n'étais pas d'accord avec. Parce que... Daouda, on va juste faire une Oui, pause, Alain. Mais dites-moi, ce n'est pas l'équipementier qui fait l'équipe nationale. C'est l'équipe nationale qui fait la renommée de l'équipementier. Parce que quand elle gagne, quand elle a des vedettes comme Yaya Touré, comme le Colo... L'équipementier ne vient-il pas avec son nom qui et porte son ce nom maillot. Non, il vient parce qu'il y a Didier Drogba et d'autres dans l'équipe. Très bien. Regardez par exemple le Cameroun, Samuel Eto'o, Eto'o, président de la fédération, qu'est-ce qu'il a fait? La première décision importante et d'ordre économique et sportif qu'il a prise, Il a rompu le contrat. il a avec rompu le contrat avec le coq sportif. Et le Cameroun aujourd'hui n'a pas d'équipementier. Parce que c'est le Cameroun qui fait la renommée de l'équipementier, ce Très n'est pas le bien. contraire. Merci, Alain. Rapidement, Daouda. Moi, ce que j'aimerais dire, au-delà de tout, on ne va pas rentrer dans ces débats de entre griffes que je trouve souvent de souverainisme. Mais Attendez, mais qui vous parle de souveraineté? Je vous en prie, Alain. Monsieur Alain, Daouda, on se rapidement, calme, on y c'est va, un débat parce qu'on a économique. besoin. C'était mon tour de parole, mais Oui, j'observe. hein. non, Herman, Après, on va y dire que arriver. je t'aime. Rapidement, on va y Daouda. arriver. L'idée, c'est Je vous regarde. qu'aujourd'hui, une marque, prenons le cas des téléphones, des iPhones. C'est un téléphone comme tous les autres téléphones. Mais aujourd'hui, le iPhone 15, il est sorti, il a plus d'1 million. Ça veut dire que chaque marque décide de son prix de façon claire et nette en la matière. Mais est-ce que tu On connais n'est les pas- coûts de S'il vous production plaît, du iPhone on a- 15 au iPhone Je 12? vous vous en en prie, prie, je vous en mais prie. j'aimerais On a te une dire, minute, Daouda, tiens pas la Laissons- main. j'aimerais laissons Daouda te terminer. dire que Rapidement, même ces Daouda. iPhones, les différents composants de ces iPhones-là sont fabriqués en Chine, en même temps que les mêmes téléphones chinois que nous avons. Ils sont fabriqués par les mêmes personnes, mais pourtant, les Daouda. iPhones sont à plus de 1 500 €, 2 000 Daouda, euros. Daouda, Donc, merci arrêtons beaucoup. avec ce genre de Merci, de Daouda. réflexion. Herman, On n'est votre pas obligé de point. payer ces maillots. Moi, je pense Votre qu'il point, puis on y a termine une là-dessus. phrase qu'Alain Toussaint a dit ici, déjà qui est. On n'est pas là pour faire la police de la mode. Ce n'est pas nous qui sommes les représentants des équipementiers et autres. Nous, c'est notre équipe qu'on regarde. Si le ministre Amicha avait même nuancé en disant que si vous ne pouvez pas acheter les maillots officiels, il y a quand même des entrepreneurs ivoiriens Locaux qu'il faut qui ont des designs en couleur orange que par rapport à la canne qui reste dans les couleurs du pays. Vous pouvez aller parce qu'ils sont souvent moins chers. Il y a des gens qui font des polos orange et autres dans les couleurs de la Côte d'Ivoire qui sont bien beaux, qui ne sont pas. Donc, c'est au des prix de choses à 60 000. encourager. Très bien. Merci mais beaucoup, il ne l'a pas Herman. fait. Il est plutôt venu ici pour être le porte-voix d'une équipe. Non, de non, l'équipe. Il a simplement dit, S'il vous je plaît, vous exhorte. je reprends la parole. C'est la langue française. Mais Non, Daouda, tu peux être un peu Daouda. discipliné sur Non, le mais c'est toi Parce que tu l'indiscipliné, vas dans tous les Herman. sens. Tu es assez indiscipliné sur le plateau. Je ferme ce sujet. plaît. Je ferme ce S'il te sujet. plaît, je peux te passer. Non. Herman Daouda, Tu n'es pas l'expert de vous tous les laissez la propos de parole. chacun ici. Herman Daouda, vous laissez la parole. Mais je parlais. Herman, vous laissez la parole. Je rappelle que Élisée pour parle, tu terminer, vas intervenir. Herman, Alain parle, tu vas Herman, intervenir. vous n'avez plus la Je parole. parle, tu vas Herman, vous intervenir. n'avez plus la parole. Oui, j'ai Herman, fini. coupe, s'il te plaît. Je rappelle les propos du président du COCAN. Il a exhorté. Quand on dit une exhortation, ce n'est vraiment pas forcé. Une Ceux qui peuvent, on laisse le sujet, ceux qui peuvent iront vers le maillot officiel. Ceux qui ne peuvent pas, comme vous l'avez dit, nous encourageons les entrepreneurs ivoiriens à lancer des concepts qui pourront être à la bourse de tous les Ivoiriens. Deuxième sujet, toujours COCAN, messieurs. Gardez votre force pour ce sujet qui vient. Aujourd'hui même, nous avons eu donc un atelier COCAN. C'était donc à l'auditorium de la Primature. Le mot d'ouverture du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Nous n'allons pas, je ne vais pas tout lire, on va regarder un élément, mais il a dit en substance, il y a une hypothèse de base que nous devons tous comprendre. Pas un centime de plus sera alloué au projet. La suite en images, regardez. Je suis venu avec une équipe de 4-5 encadreurs qui seront autour d'Idriss
pour identifier, commission par commission, toutes les tâches avec un calendrier de mise en œuvre et les moyens qui accompagnent ce calendrier. Bien entendu, il y a une hypothèse de base que nous devons respecter. Pas un centime de plus, on reste dans le budget. Et on fait toutes les tâches. En impossible, une est tenue. Si par extraordinaire, il y avait une tâche qu'on aurait oubliée tous et qu'on doit valider pendant les séminaires qui s'avèrent indispensables pour l'équilibre de notre ambition, on pourrait regarder, mais de grâce, pas un franc de plus. Pas un franc de plus. Hier, sur ce plateau, nous parlions justement de la célérité avec laquelle le Premier ministre espère voir les travaux avancer. Daouda, lorsque vous l'entendez dire tenir ces propos-là, ça vous rassure que la chose avancera, qu'il regarde, il veille à ce que tout se passe bien pour que la canne de l'hospitalité se passe très très bien? Oui, avant même de donner mon analyse sur le sujet, il est important de situer dans quel contexte il a tenu ces propos-là. C'était lors d'un atelier avec les différents organes du COCAN, parce que puisqu'ils sont tous acteurs, même s'il y a la communication, la sécurité et autres. Donc, il y a des dépenses qui ont été engagées depuis 2 ans et autres. Aujourd'hui, il y a des choses qui coincent. On a vu l'eau, la pluie qui a empêché un match à Ebimpe. Il y a eu des problèmes de sécurité, il y a eu des problèmes de portique, tout et tout. Et finalement, chaque fois, l'État de Côte d'Ivoire prévoit le contribuable ivoirien est obligé de sortir de l'argent. Je pense même que faire des rallonges budgétaires. Voilà. Sur ce plateau, on en parlait, c'est le mot d'Herman à tout moment. Qui va payer? Finalement, je pense qu'on a la réponse aujourd'hui. Le Premier ministre dit, aucun Ivoirien ne va payer un seul centime. Les promoteurs eux-mêmes ou les fournisseurs devront payer de leur propre poche le travail qu'ils n'ont pas bien fait. Sauf ce qui sera payé, c'est peut-être les ajouts Il a dit à l'impossible, voilà, tenu. Voilà, hein. c'est un peu ça. Et moi, j'estime que, comme on le sait tous, à 2 mois de la CAN, la priorité des priorités de la Côte d'Ivoire, c'est qu'on ait la plus belle CAN, la CAN de l'hospitalité en Côte d'Ivoire. Alain Toussaint, réaction après ces propos du Premier ministre, ministre des Sports. Oui, les propos du Premier ministre prouvent une nouvelle fois que cette CAN a un enjeu de rayonnement pour le pays, au-delà de l'enjeu économique, on en a parlé tout à l'heure, à travers la vente des maillots, par exemple, et que l'argent qui a été investi, quand même un peu plus de 500 milliards que le président Ouattara a autorisé pour financer cette opération. Donc, il faut que ce qui a été donné aux différentes commissions servent à l'objet ou aux objets pour lesquels ces fonds ont été décaissés. Maintenant, et il a redit, on ne donnera plus d'argent. Et je partage son point de vue parce que c'est de l'argent public qui doit être utilisé avec parcimonie. On ne peut pas encore ajouter des milliards et des milliards. Chaque fois qu'on aura constaté une malfaçon ou un souci ici et là, il faut que ces équipes-là fassent avec ce que l'État a déjà donné. C'est très important. Bouloubeuf, réaction. Je pense qu'il fallait s'y entendre. Hein. De toute façon, quand on sait la mission qui lui a été confiée et quand on voit aussi le délai qui nous reste d'ici à l'ouverture de la CAN, je comprends nettement la pression que le Premier ministre met. Et c'est toujours intéressant de faire de telles propositions. Je crois qu'à travers les propos du Premier ministre, il veut prendre la nation à témoin. Hein. Et aussi, c'est pour moi un aveu du fait que le gouvernement a fait face à ses engagements. Parce que moi, c'est ce que je comprends en fait. C'est-à-dire, si je n'ai plus un rond à donner, c'est-à-dire ce que tu m'as dit là, que ça devait coûter là, je t'ai donné l'argent. Donc, on ne vient plus me dire qu'il me faut quelque chose. Ça veut dire aujourd'hui, l'État a dégagé les moyens qu'il faut pour qu'on puisse réaliser la CAN. Donc, la pression maintenant est dans le camp des prestataires et des entreprises et de tous ceux-là qui ont la responsabilité à un certain niveau de pouvoir faire avancer la machine. Donc, c'est à eux maintenant de faire le travail. Et je crois que c'est le message subliminal que le Premier ministre donne ici pour dire que l'État de Côte d'Ivoire est un État responsable. Il a fait face à ses engagements pour ce qui concerne l'organisation. Maintenant, ceux à qui on a remis les marchés, tous ceux-là qui ont reçu plus ou moins des travaux à faire, c'est à vous maintenant de vous mettre à la tâche. Là, on est déjà totalement en retard, mais on ne va pas accepter que la Côte d'Ivoire perde la face parce qu'à un certain moment, certains n'ont pas fait le travail, bien qu'ayant reçu les moyens.
Très bien. Herman, Mais moi, est-ce que vous êtes plutôt inquiet? Parce que depuis, à chaque fois quand on parle de ce sujet, comme Daouda le disait, qui paie cette facture-là? Est-ce que l'entendre dire ces propos-là à quelques jours, on va dire, de l'ouverture de cette CAN, vous êtes plus rassuré ou vous dites on a un véritable problème? Mais c'est vrai, lorsqu'il y a des manquements, pendant qu'on a mis en route certains prestataires pour travailler sur des projets bien précis, des segments de projets bien précis concernant la CAN, et que le travail est mal fait en chemin, on ne va pas, l'argent qui a été déboursé a été donné, enfin, a été prévu, a été déboursé, donc il faut travailler dans cela. Moi, je pense qu'au niveau de la forme, j'ai vu un peu du Ouattara en lui, en fait. C'est-à-dire que le président lui a dit que, en tout cas, pour aller leur dire, je ne vais pas sortir un rond pour ce qu'on a déjà décaissé. Et ça, bon, il le traduit si bien. C'est vrai qu'il le dit à sa façon, mais je suis sûr que le président lui a dit de faire en sorte, de façon stricte, qu'il ne faudrait pas qu'il vienne me dire ceux qui ont pris de l'argent pour faire des choses qu'ils n'ont pas bien fait, ils n'ont qu'à aller trouver de l'argent pour réparer. Et Très ça, bien. je trouve que c'est normal. Ce n'est pas à nous, les contribuables ivoiriens, ce n'est pas encore aux caisses de l'État, dans la caisse de l'État, Souffrir de ces rallonges-là. Très bien. ces Alain Toussaint. insuffisances. Oui, oui. La CAN avait été reportée. Oui, la CAN avait été reportée suite à des littéralement, retards. on devait être normalement prêt à cette heure-là. Bon, je suppose que nous sommes prêts. Comment est-ce que vous observez justement cette mise en garde pour dire attention, on ne fera pas de rallonge? Ça veut dire qu'on n'est pas véritablement prêt à des choses à retoucher? Qu'en pensez-vous? Bon, je ne sais pas, puisqu'on a demandé qu'un point nous soit fait, mais Daouda refuse que les On va organisateurs pas ouvrir ce point. viennent Le pauvre devant le Daouda peuple. avec Alain. Je voulais Allez-y, oui. compléter le propos d'Herman qui disait que le président Ouattara, il voit un peu dans le style, c'est le style Ouattara. Mais justement, vous savez que le pays devait à cette période-ci accueillir une grande réunion de l'IATF. Oui, IATF, Mais oui. La fois intercommerciale africaine. pourquoi cette fois a-t-elle été reportée? D'après ce que j'ai pu entendre et lire dans les médias quand même sérieux, c'est que le budget initial avait été largement dépassé. Et lorsque le président Ouattara a constaté cela, il a dit il est hors de question qu'on organise. Parce que si vous m'annoncez 5 milliards, ce n'est pas pour revenir 6 mois après me dire que ça va coûter 12 ou 17 25 milliards. Voilà, vous voyez. Donc je pense que c'est exactement le même principe qui guide le Premier ministre dans cette tournée qu'il fait des organisateurs de la CAN 2023. Est-ce que vous sentez que la pression monte justement sur les acteurs Forcément. qui travaillent dans Forcément, parce qu'il y a tellement de problèmes techniques qu'en plus, on perçoit quand même quelques problèmes organisationnels. Donc, il faut réajuster les choses 2 mois avant pour que cette fête-là soit réussie. Il y va quand même de l'honneur de la Côte d'Ivoire. Élysée, la pression monte, on le sent. Hier, on parlait de communication. Enfin, ils ont même proposé d'aller devant l'Assemblée nationale, bon, soit. Mais on sent que la pression monte et on sent que des résultats concrets sont attendus au sommet de l'État. Oui, mais c'est ce qui est normal et logique. Comme vous le dites, je pense que c'est déjà bien que la pression monte. J'espère que la pression continuera de monter jusqu'à ce qu'on obtienne tous les résultats avant le démarrage de la CAN. Et puis après la CAN, il serait bien qu'on s'asseye et qu'on fasse le point. Parce que si on devait organiser une compétition il y a 2 ans en arrière et qu'on ne l'a pas fait et qu'à la date indiquée, on est en train de colmater encore des brèches, ça veut dire quelque part il y a un maillon de la chaîne ou des maillons de la chaîne qui n'ont pas fonctionné. Donc il faut qu'on les répertorie et qu'on les estime et qu'on les remplace. Parce que ça aussi, c'est important. La Côte d'Ivoire est amenée à organiser d'autres événements. La Côte d'Ivoire est amenée à rayonner parce que c'est un pays qui compte dans la sous-région et en Afrique. Donc il faut qu'on se donne les moyens désormais de ne pas se donner des stress qui n'en valent pas la peine. Ça, c'est aussi important. Parce qu'aujourd'hui, là, on est tous stressés. Hein? Que ce soit même les supporters, que ce soit même les dirigeants, que ce soit les organisateurs. Tout le monde est stressé. Et ça, parce que certaines personnes, à un certain moment du fonctionnement, n'ont pas fait le travail. Très bien, on restera là-dessus. Il faut qu'on là-dessus. corrige. Et on va avancer parce qu'eux, ils vont faire le travail. Ça sera le 16 décembre. On parle maintenant politique, messieurs. On l'avait annoncé à l'entame. On a élagué donc le premier pilier de ce programme, le second pilier. Et je suggère et je conseille, n'est-ce pas, que la parole soit partagée et que lorsqu'on vous reprend la parole, messieurs, vous la laissez tomber, n'est-ce pas? Parlons donc du PDCI. Alors, Billon se retire, messieurs. Et Thiam gagne-t-il du terrain? À la présidence, bien sûr, du parti, hein, il faut préciser, le vice-président Jean-Louis Billon du Parti démocratique de Côte d'Ivoire a évoqué les raisons de son retrait à la course, à la succession du regretté président Henri Konan Bédié, président du vieux parti, on se le rappelle, décédé donc en août dernier suite à un malaise. Comment est-ce que vous analysez ce retrait de Billon, Daouda?
Bon, pour Et moi, Thiam gagne-t-il vraiment du terrain? d'accord, comme ces deux questions, j'estime que le fait que Billon aujourd'hui se retire, il s'inscrit dans la droite ligne du respect de la charte, des statuts et règlements du PDCI. Donc, il sait qu'il n'a pas atteint, il n'a pas les 10 ans requis pour être président du parti. Donc, même s'il pose sa candidature, comment on appelle ça, la loi du PDCI l'y interdit. Donc, ce n'est pas la peine, il n'y va pas. Mais de façon claire, depuis très longtemps, même du vivant du président Henri Konan Bédié, il a toujours dit qu'il œuvrait pour être le candidat du PDCI pour la présidentielle de 2025. Maintenant, pour Thiam gagne du terrain, je pense qu'on le voit, on l'entend. Mais après, on verra bien, parce que quand on sait que dernièrement, il y a 48 députés membres du groupe parlementaire PDCI qui lui ont porté leur soutien. Aujourd'hui, il y a dans des collectivités au niveau de l'intérieur qui aujourd'hui continuent de lui apporter leur soutien au vu de ce qu'on lit dans la presse. Avec une forte communication. Voilà, avec une forte communication. Si on se base sur ce qu'on lit, on peut dire que Thiam gagne du terrain. Élisée Boloubeuf, le retrait de Billon et l'avancée et la montée en puissance de Thiam. Bon, quand on dit le retrait de Billon, je pense que ce n'est pas juste, parce qu'à aucun moment, Billon n'avait dit qu'il voulait être président du PDCI-RDA. Hein. C'est vrai qu'il y a des gens au sein du PDCI qui avaient porté leur, ou bien du moins, qui avaient laissé entendre qu'il portait sa voix, mais en réalité, lui n'a jamais dit qu'il était candidat à la présidence du PDCI-RDA. Il a été toujours clair sur sa logique d'être candidat à la candidature à la présidentielle de la République. Donc à la Convention. Voilà, donc ça, à ce niveau-là, je pense qu'on ne parlerait pas de retrait. Il a juste clarifié les choses parce que beaucoup de bruit se levait, donc il a clarifié pour leur dire. Il désavoue également son club de soutien qui voulait également je ne suis pas porté par la présidentielle et il justifie en fait. Comme Daouda l'a si bien dit, il jouit de 9 années seulement au bureau politique, alors que l'un des critères pour être président, c'est d'avoir au moins 10 ans, d'avoir au moins 10 ans. Sur cette base, il pense même qu'il n'est même pas éligible et il passe à autre chose. Maintenant, sur la question de Thiam, il faut reconnaître qu'en tout cas, de tous les potentiels candidats à la présidence du PDCI, même c'est vrai que lui n'a pas ouvertement dit qu'il est candidat à la présidence du PDCI, mais en tout cas, des potentiels candidats dont on attend les supporters, ça et là, il faut reconnaître qu'il a une petite longueur d'avance quand même. Parce que sur le terrain, on sent qu'il y a beaucoup plus d'engouement et de mobilisation à sa faveur. Comme je le dis, en termes de prise de parole et de communication, parce qu'après le PDCI, c'est ceux-là qui sont habilités qui vont voter. Donc ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, sur la question communicationnelle, sur la question visibilité, on sent qu'il a pris un net avance sur les autres. Très bien, merci Élisée. Herman. Une nette avance, Moi, je voudrais qu'on reprenne un peu... Certains aussi, je voudrais justement vous poser cette question, Herman. Certains estiment que Thiam ne peut pas être candidat, il n'est pas éligible, qu'il n'aurait pas ces 10 ans au bureau politique. Je ne suis pas le juge électoral. Comment est-ce que vous observez cela, justement? Je ne suis pas juge électoral pour le Congrès. Ce que je sais, c'est que l'article 41 du PDCI-RDA, entre autres conditions, il y a la condition de la présence de 10 ans au moins en tant que membre du bureau politique. Thiam a été membre du bureau politique à partir de 1996. Et certains disent qu'il a cessé d'être membre. Lui, ses partisans estiment que depuis 1996, on ne perd pas sa qualité de membre du bureau politique. Mais en même temps, dans les tests, c'est mis au passé composé. Avoir été membre pendant 10 ans du bureau politique, ça veut dire qu'on peut perdre sa qualité de membre. Les juges vont trancher. Mais ce que je constate, c'est que tous ces prétendants à quelque chose, au PDCI-RDA, notamment au niveau de la présidence du parti, n'insistent pas beaucoup plus sur ce qu'ils vont apporter pour transformer le PDCI, qui va faire en sorte que le PDCI sera bien géré pour obtenir un candidat, pour faire le consensus lors des présidentielles. Ils sont portés sur des consensus. Aujourd'hui, les gens même veulent brader les tests, les dispositions au niveau des tests. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Herman? Oui, mais parce qu'on s'est dit quoi, Abokossi Benjo, par exemple, il est au niveau de la loi, au niveau de la justice, il est quand même folklore normalement. Puisqu'il ne jouit pas totalement de ses droits civiques. Mais tout à l'heure, je crois la semaine dernière, on a reçu de ses partisans qui disaient qu'il y a eu un arrangement politique. Non, les arrangements politiques, c'est de ça qu'on parle. Oui. On ne joue pas avec les tests. Daouda le disait, c'est une loi du PDCI-RDA. Les arrangements politiques, je préfère même qu'il porte cela. Il dit, bon, nous, on va aller au Congrès, on va essayer de faire un amendement des tests qui va dire que sur ce point-là, sur cette disposition-là, au lieu de 10 ans, on va passer à 5 ans.
Mais il faut le faire adopter, ces amendements, les faire adopter d'abord par le congrès du PDCI avant de passer à la prétention d'être candidat. Très bien. Mais les gens n'insistent pas là-dessus. Ils se disent qu'on va arriver à un consensus au détriment des tests. Il avait dit qu'au niveau du PDCI, ce n'est pas un souci, parce que lorsqu'il est arrivé, il a même été nommé vice-président par feu le président Henri Konan Bédié. Alain Toussaint, quel est votre regard sur la question? Il a mentionné le point de Akossi Benjo qui pourrait, n'est-ce pas, à cause de cette note-là, ne pourrait pas être dérangé, devrait être dérangé par l'idée même d'être candidat, mais il est candidat. Et ensuite, Thiam, certains estiment que Thiam n'a pas le droit en fait d'être candidat et que cette question de Thiam pourrait mener à l'implosion du parti. Justement, je pense que la politique d'exclusion n'est pas une bonne chose pour une organisation politique, en particulier pour le PDCI, qui a déjà connu une première saignée il y a une trentaine d'années, lorsqu'après la mort du président Houphouët, je pense à la veille ou après un congrès, on a vu une scission et la naissance du RDR. Donc, vous pensez que on pourrait avoir ce schéma? Ce n'est pas exclu. Parce que M. Thiam a ses supporters, M. Benjo, M. Gikawe, etc. Je pense qu'aujourd'hui, et Herman l'a dit, le mot cohésion. Et puis c'est même dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire d'avoir ce vieux parti toujours aussi solide. Il est un peu comme une sorte de vigie dans l'espace politique. C'est lui qui arbitre. Le président Bédié est parti, mais il était l'interlocuteur principal du président Ouattara. Et je pense qu'il est important que l'unité soit consolidée au sein du PDCI et qu'une plateforme consensuelle soit mise en place pour permettre à tous ceux qui veulent être candidats de l'être. Parce que, et il a dit, M. Benjo est confronté à des questions de justice, M. Gikawe également, et on oppose à M. Thiam le fait qu'il ne compterait pas 10 années de présence au bureau politique. Oui. Donc je pense qu'il faut trouver un consensus. Est-ce que vous pensez, Alain Toussaint, on reste avec vous, est-ce que vous pensez qu'après le 16 décembre, on pourrait avoir une nouvelle configuration politique en Côte d'Ivoire? Si la chose est mal gérée, un autre parti pourrait naître du PDCI? Même plusieurs. C'est-à-dire qu'à partir du 16, disons le 17 décembre, soit c'est un PDCI fort, réunifié, qui est prêt à choisir son candidat pour 2025, ou alors le PDCI servirait un peu de supermarché où le RHDP, le FPI, le PPACI iraient chercher des militants. Donc il faut veiller à ce que l'unité soit la préoccupation majeure, le consensus pour trouver une solution et aller aux élections, permettre à tous ceux qui sont membres, tous ceux qui sont les fils du PDCI, de participer à ces élections. Voilà, alors on reviendra évidemment sur cette question du PDCI, parce que d'ici jusqu'au 16, il y aura forcément de nouveaux développements. Nous allons laisser fermer la page politique de ce jour et ouvrir une page culturelle avec un artiste, un peintre, Ulrich Abbé, peintre avec une particularité. Lui, il a décidé justement d'exprimer sa passion, sa compassion et son intérêt justement pour la santé mentale. Il décrypte cela en peinture. Ulrich Abbé, bonsoir et merci d'être là. Merci. Alors, on a vu un peu vos œuvres. Avant de lire un peu votre biographie, je me disais, mais pourquoi est-ce que ces toiles sont un peu assez bizarres sur le point de la tête? Et on comprend qu'il y a des choses qui se passent, il y a un monde, ça bouge. La santé mentale, c'est vraiment ce qui vous préoccupe et vous avez décidé de mettre des mots sur ces mots-là. Il faut dire que la santé mentale est vraiment important parce que c'est un élément, c'est un facteur dont on ne parle pas beaucoup. Et ici, généralement, quand on parle de tout ce qui a trait à la santé mentale, on trouve que c'est un problème de l'Occident. On dit toujours que c'est pour les Blancs. Or, généralement, ça touche plusieurs personnes. Ça touche pratiquement tout le monde. Et ici, généralement, dans toutes mes œuvres, je mets en exergue différents sentiments, différentes émotions, qui est en même temps comme un cocktail, vu que c'est un mélange de tout ce qu'on a en nous. En fait, tout ce qui se passe dans la tête de l'individu. Voilà, en fait. Exactement. Donc, c'est ce que je mets en exergue par les différentes textures que je mets sur mes toiles. Quand vous dites tout ce qui se passe dans la tête des individus, qu'est-ce qui pourrait se passer dans la tête des individus? Bon, généralement... À la lecture de votre toile, par exemple. Par la lecture. Déjà, quand je prends peut-être ces différentes toiles-là, ici, nous avons cette façon de nous exprimer par rapport à la vie quotidienne.
Nous avons une famille, nous avons un boulot, nous avons nos pressions quotidiennes. Et chaque fois que nous avons ces différentes pressions-là, nous n'avons pas Le contrôle le contrôle. de tout ce qui se passe. Voilà. Donc Et ça bouge un peu dans la ça tête comme bouge. Et le plus souvent, quand nous sommes au travail, nous avons, ou bien quand nous sommes avec des proches, nous n'arrivons pas à parler, à leur dire exactement ce que nous avons. Et nous avons toujours le sourire, nous les prenons comme se doit, mais au fond, nous ne la vivons pas. souffrance. Voilà, nous ne vivons pas exactement Très ce que bien, nous présentons. Erwan. Quand je regarde vos toiles, je ne suis pas forcément un expert, mais je vois un certain mélange d'abstrait et du réel, parce que les coups de pinceau sont un peu en zigzag sur des formes réelles. C'est quoi vous voulez exprimer et qui est en rapport avec la thématique que vous avez choisie de la santé mentale? Alors, dans ces différents travaux, en fait, je mets en exergue les différentes émotions. On voit plusieurs aspects dans les différents portraits que je réalise. Nous avons des personnes avec des visages peut-être où le sourire qui donne un sourire, mais après nous avons les yeux qui sont fermés. C'est juste pour montrer le côté néfaste qu'on a en nous, qu'on ne dit pas aux autres. En vrai, c'est le portrait de l'âme. Généralement, quand on voit un portrait, on voit le visage, les yeux, la bouche. On reconnaît facilement si c'est M. Herman ou si c'est toute autre personne. Mais après, on n'arrive pas à définir exactement les sentiments de la personne. Donc, c'est tout ça que je mets sur les différents visages que je réalise. Alors, il est donc en exposition à l'Institut français, n'est-ce pas, depuis le 19 octobre. Depuis le 19, oui. Et ça va prendre fin avant, donc voilà, ça prend fin... Ça prend fin le vendredi 10 voilà. novembre, oui. Et il est accompagné par des artistes. Quelle est leur contribution, ces artistes? En fait, dans mon atelier, en face de mon atelier, il y a un studio photo et un studio d'enregistrement qui est tenu par un autre artiste. Et quand j'ai une œuvre déjà réalisée, je fais appel à un artiste, soit un slammer ou un rappeur, et je lui raconte mon histoire, je lui raconte l'histoire du tableau, et après, lui, il essaie de s'approprier l'œuvre pour pouvoir redonner cette œuvre-là en musique. Très bien. Donc, nous avons eu la participation de Suspect 95, de Onésime, Sarah Fashion, d'un saxophoniste aussi. Et là, nous avons fait un album parce que nous avons donné, j'ai produit 13 œuvres, mais nous avons fait 10 titres qui forment un album. Très bien. Pour terminer, avec quoi vous faites? Quelles sont les matières premières avec lesquelles vous travaillez? On Je parle travaille, de cacao. oui. Je travaille avec le café et le cacao. Wow. La fève, là? La fève, la coque, j'utilise tout que moi-même je fabrique dans mon atelier pour donner une coloration à mes différentes œuvres. Et c'est bien vendu? Oui. Bon, l'argent n'aime pas le bruit, on ne va pas entendre. Oui. Merci beaucoup, Ulrich, d'être Merci à vous. passé. Merci. On rappelle que votre exposition se passe donc à l'Institut français. À l'Institut français. Voilà, et puis a démarré depuis le 19 et prendra fin le 10 novembre. 10 novembre. Merci d'essayer Merci. de mettre un visage à la dépression. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, quant à nous, on va faire juste une pause. Merci d'être avec nous. Merci de suivre les programmes de Live TV. Le Grand Talk reprend toute sa place. Monsieur Ayouba Koulibaly nous a rejoint sur ce plateau. Il est sous-directeur développement des compétences Agence Emploi Jeunes. Et avec vous, on parlera donc de ce programme de formation, de reconversion et de requalification des jeunes. Mais vous n'êtes pas venu seul. Oui. Vous êtes venu avec des représentants justement de cette cohorte-là qui a été formée. Voilà, on les applaudit un peu. Ils vont s'applaudir eux-mêmes. Voilà, 500 jeunes formés à divers métiers. On les a reconduits dans d'autres métiers. Oui. Ils prendront la parole tout à l'heure. Leur porte-parole est là, M. Zawi Fabrice. Il a fait une formation en chariot élévateur. Merci d'être là. Merci d'être là. Alors, parlez-nous un peu de ce programme important du gouvernement. D'accord. Le dispositif de reconversion et de qualification fait partie de l'ensemble des outils que l'Agence Emploi Jeunes met à la disposition des jeunes. Vous savez qu'il y a des jeunes qui sont sortis du système scolaire avec une qualification qui ne leur permet pas de rentrer directement sur le marché de l'emploi, ou ils ont eu des qualifications aujourd'hui qui sont obsolètes. Donc aujourd'hui, nous essayons de leur apporter une seconde chance à travers des dispositifs pour permettre à ces jeunes, ces diplômés
ou bien ces personnes même qui ont eu un emploi avant et aujourd'hui qui sont au chômage, de partir d'un nouveau pied, d'avoir une nouvelle opportunité d'insertion. Et c'est tout le sens du dispositif de reconversion et de requalification donc, qui va permettre à tous ces jeunes de repartir, d'embrasser de nouveaux métiers. Très bien. Élisée et ensuite Daouda. Moi, je suis intéressé de savoir quel est le mode de saisine. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'ai eu ce diplôme-là, je veux me reconvertir. Quel est le mode de saisine? Alors, vous avez deux approches. Vous venez à l'Agence emploi jeune et vous passez par ce que nous avons en interne qu'on appelle l'entretien diagnostic. Donc, l'entretien diagnostic est un outil qui va permettre aux conseillers en insertion professionnelle, qui va vous prendre en charge et de faire votre, entre guillemets, une forme de bilan de compétences, de voir où vous en êtes, où vous pouvez aller. Une fiche profil. Voilà, une fiche profil pour voir quelle est l'orientation qu'on peut vous donner. À partir de là, on va vous présenter des opportunités. Et nous, la seconde chose que nous faisons aussi, c'est que nous postulons, nous prospectons des offres. Donc, et nous allons acheter de la formation pour mettre à la disposition des jeunes en fonction du besoin du marché. Donc, des formations qui sont demandées adaptées, et vous pouvez postuler directement. Donc, voici les deux approches. De sorte que lorsqu'on finit la formation, on a de fortes chances de pouvoir être inséré. Voilà, de pouvoir être inséré. C'est ça même l'essence même des formations de reconversion. Daouda. Aujourd'hui, votre direction a formé combien de jeunes ou réinséré combien de jeunes dans le tissu social? Donc, il y a plusieurs dispositifs. Sur le dispositif de reconversion et de requalification, il y a ceux que nous prenons en main au sein de l'agence. Donc, entre 2020 et 2022, on a autour de 7 000. Mais à ceux qui se forment en ligne à travers des partenaires tels que Trace Academia, où nous avons des jeunes, des dizaines de milliers, dont on a autour de 36 000 et quelques qui sont formés sur cette plateforme. Mais ce sont aussi des formations que nous acquérons parce que nous disons qu'il y a des métiers, tout le monde ne pourra pas aller dans les salles de classe. Donc nous leur permettons d'apprendre par des systèmes de micro-learning où ils peuvent apprendre spécifiquement des compétences dans des domaines et se lancer sur le marché de l'emploi. Justement, quels sont les domaines de formation qui sont offerts à ces jeunes-là? Il y en a de tout. L'année passée, nous avons formé des jeunes dans l'intelligence artificielle. Et là, sur cette cohorte-là, c'était en partenariat avec une structure de la place. Nous avons 100% de taux d'insertion. Et ça peut se vérifier. Wow. Eux aussi, ils font partie de ce groupe que nous avons formé dans les métiers du BTP, de la manutention. Donc, ces jeunes-là ont été formés avec un autre partenaire. Ils sont autour de 500. Il y en a aussi qui sont à la source ici sur les métiers de la plomberie sanitaire parce que ce sont des secteurs aujourd'hui. On sait que tout le monde a besoin d'un bon plombier. Donc, on essaie d'embrasser des secteurs qui permettent aux jeunes d'être insérés facilement. Avec une académie à Yopougon, ça s'appelait plombier, c'est ça? Oui, effectivement. Alain Toussaint, et on va passer la parole à ces jeunes-là. Très bien, écoutez, félicitations. Parce que quand on prépare l'avenir de la jeunesse, c'est l'avenir de la nation qu'on prépare. On a 3/4 de la population qui a moins de 35 ans, d'après les statistiques. Donc, on a une population fortement jeune sur les 30 millions d'habitants. Et je pense qu'il est important que l'État et ses institutions vraiment fassent les efforts qu'il faut pour former ces jeunes et les insérer. Alain, c'est vrai qu'on est ensemble, mais j'ai du mal à vous entendre. Oui, c'est ça. Mais bon, je pense que les téléspectateurs m'entendent. Mais moi, j'ai besoin de ça. D'accord, donc je vais parler un peu plus fort. Voilà. Enfin, c'est une petite causerie aussi. Alors, sur 100 jeunes qui sortent, qui sont formés, combien parviennent à maintenir un emploi au bout de 12 mois? Est-ce que vous avez des statistiques de cette nature-là? Parce qu'il faut que ce soit des emplois pérennes aussi. D'accord. Donc, nous avons deux types d'études. Il y a des études qui ont été faites par la Banque mondiale donc, qui ont permis de soutenir le PGDEC 2, donc, qui estime le taux d'insertion à plus de 70% sur les dispositifs de formation et à plus de 80% sur les dispositifs de stage. Là, aujourd'hui, sur une étude interne donc, qui a mesuré l'efficacité de nos dispositifs, qui dit qu'aujourd'hui, le taux de satisfaction est de 70%. Donc, ça, c'est une étude interne. Donc, nous vous présentons les deux études pour voir, là, il y a ce que la Banque mondiale avait effectué et il y a ce que nous-mêmes, nous avons effectué. Et on voit que les deux se rejoignent. Et comme on le dit, les jeunes, c'est la frange la plus importante de la population. Et nous, au niveau de l'Agence emploi jeune, nous sommes au carrefour, nous recevons le tout venant. Donc, les bien formés, les mal formés. Ceux qui n'ont aucune formation. Ceux qui n'ont aucune formation. Donc, nous avons pour mission de vendre des produits, en guillemets. Donc, quand on a de bons produits, c'est plus facile pour nous de les présenter aux entreprises. Très bien. Donc, c'est aussi notre rôle. Alors, je vais juste repréciser rapidement, là, et on va passer à M. question. Vous faites donc un suivi, évaluation. Bien sûr. Alors, vous formez 100 jeunes. Oui. Il y en a, par exemple, 80 qui ont un emploi. Oui. Au bout de 12 mois, est-ce que ces jeunes poursuivent l'activité professionnelle? C'est ce que je voulais en fait savoir. Donc,
À leur Est-ce que sortie, les entreprises continuent ce partenariat absorber. voilà, si. leur À leur sortie, nous avons plusieurs, donc ce qu'on appelle les sorties positives et les sorties négatives. Donc la sortie positive pour un jeune, c'est à la fin de 12 mois après sa formation, avoir un emploi direct dans une entreprise, s'installer à son propre compte, retourner à l'école parce qu'on a créé en lui, on a suscité en lui une vocation, une passion, donc il a eu les gestes professionnels et il retourne à l'école. Donc voici ce que nous pouvons appeler comme sortie positive. Et cette sortie positive, après 12 mois, s'évalue à 70%. 70%. Maintenant, Et les négatifs? Voilà, il y a, on va dire 30%, mais nous, parce que pour nous, le jeune doit rentrer dans un circuit ouvert. Il rentre et à la fin, il doit sortir pour ne plus revenir. Donc quand il revient, on se dit qu'on a encore du travail à faire. Donc on ne se satisfait pas forcément des 70%, on sait encore qu'il y a 30% à récupérer sur lesquels il faut faire du travail, mais nous n'arrêtons pas. Au niveau des 30%, quelles sont les causes des échecs, justement? Il y a plusieurs causes. Il y a des jeunes qui, aujourd'hui, ils peuvent le dire dans leur cours, d'autres ne sont pas forcément assidus, qui ne se rendent pas compte de tout l'effort que le gouvernement fait à leur endroit, tous les moyens et toute l'énergie même que les équipes qui travaillent sur le projet mettent en place pour eux. Et il y a ces jeunes aussi qui, eux, qui abandonnent parce qu'ils ont d'autres rêves. Ce qu'on leur propose aujourd'hui ne correspond pas forcément à leur vie, à ce qu'ils veulent. Et il y a la réalité du marché. Quoi qu'on dise, le marché ne pourra pas absorber tout le monde. Ça aussi, c'est une réalité que nous devons accepter. Et comme vous l'avez dit, vous avez des fiches, des profils de chaque jeune. Donc, normalement, vous les orientez en fonction de leurs désidérata, de leurs désirs. Effectivement, en fonction de leurs besoins, parce que la sélection est ouverte et elle est libre. Daouda. Vous avez parlé d'efforts consentis par le gouvernement et je vois que vous avez formé de nombreux jeunes. Vous, dans votre direction, quand on regarde la formation de ces jeunes-là, à combien est-ce qu'on peut évaluer cette formation? Tout dépend des cohortes et des effectifs. Mais de façon globale? Non, de façon globale, quand je prends de 2020 à 2022 sur l'apprentissage, par exemple, où il y a eu 18 162 personnes formées, on a tous les 10 milliards. Donc, quand on fait le ratio, le coût il est relativement bon. Donc, un jeune, et ce n'est pas les ressources qu'on regarde, qu'on met sur les jeunes, qu'on regarde, mais c'est le résultat. Est-ce qu'on arrive à leur apporter un avenir? Est-ce qu'on arrive à les insérer? C'est le plus important pour nous. Très bien. Le coût peut être toujours revu en fonction des résultats qu'on obtient. Monsieur Coulibaly, avec votre permission, nous allons donc tendre notre micro à notre porte-parole, Monsieur Zawi. Bonsoir encore une fois. Bonsoir madame. Alors parlez-nous de votre expérience. Vous avez eu la formation chariot élévateur. Ben, c'est notre plaisir, très cher. Alors, on a un challenge avec votre micro. Asseyez-vous. On va revenir ici. Et puis, où il prend l'autre micro? Oui. Très bien. Essayez cela et puis on va voir. Ok, c'est bon. Allez-y. Alors, donc, comme je le disais tantôt, je tenais à vous remercier de nous recevoir dans vos locaux. C'est notre plaisir. Et voilà, pour ce qui est de la formation, je peux vous rassurer que notre formation s'est très bien passée. En combien de temps? Depuis février 2022. Et nous avons fini il y a cela 2 mois. Et dans votre classe ou dans votre... c'est ça, dans notre une cohorte, métier, vous étiez combien de personnes? Dans notre salle. Dans notre salle, par exemple, nous étions divisés, on était subdivisés en 3 groupes. En 3 groupes. En ce qui concerne le métier que j'ai embrassé, qui est le chariot, la conduite du chariot élévateur, nous avons été subdivisés en 3 groupes. Donc, pendant la formation, il y avait une partie théorie et une partie pratique. Avant cela, vous faisiez quoi dans la vie, vous? Alors, avant cela, il faut dire que je me suis intéressé à l'agence d'emploi jeune en 2019. Okay. Parce que 2019 fut une année vraiment difficile pour moi. Je perds mon emploi et je décide d'apprendre un métier pour maîtriser quelque chose. Et vous étiez dans quoi avant? Je travaillais à la base d'une formation de communication et ressources humaines. Ok. Et vous vous retrouvez en train de faire chariot élévateur? Non, je découvre l'agence d'emploi jeune en 2019. Très bien. Où j'embrasse une première formation qui est la chaudronnerie soudure. Après ça, j'ai été inséré par l'agence d'emploi jeune. Ah, très bien. Voilà. Et après, je me suis intéressé à d'autres métiers. Voilà. Et c'est comme ça que je découvre la formation de conducteur de chariot élévateur. C'est comme ça que j'intègre la formation. Et quand je finis la formation, toujours par le biais de l'agence d'emploi jeune, de connivence avec le cabinet qui nous a formés, j'ai été mis en période d'essai dans une entreprise. Et jusque-là, ça va. Donc aujourd'hui, vous êtes totalement inséré en fait. Dans une entreprise, vous êtes dans une entreprise. Oui, monsieur, comme je l'ai dit. Juste après la formation, vous avez intégré une entreprise. Justement. Très bien. Parfait. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'aujourd'hui, souvent sur les réseaux sociaux, on entend les jeunes dire
il faut connaître quelqu'un à l'emploi jeune pour pouvoir bénéficier de certaines formations. Vous, de façon simple, est-ce que vous connaissez quelqu'un là-bas ou bien comment ça s'est passé, tout ce processus-là, de façon simple? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque madame me posait la question, j'ai dit que je découvre l'agence emploi jeune en 2019. C'est vous qui Par partez. quel biais? C'est Par moi. quel biais, en fait? Non, non, sur les réseaux sociaux, sur Internet, bien. si Ok, vous voulez. d'accord. Voilà. Donc, je vais sur le site, je découvre qu'il y a plusieurs formations. Donc, d'abord, je m'intéresse à la formation de la chaudronnerie soudure. Je mets des enquêtes. Est-ce que c'est un métier prometteur? Quels sont les débouchés et autres? Je vois, je m'inscris et après, on m'appelle. Très bien. On me Donc, dit, monsieur en fait, Zabi, vous avez comme été il a retenu et dit, autres. la question de Daouda, Pareillement aussi, c'est vous. c'est moi qui suis allé vers. Vous avez fait des recherches et vous avez découvert Justement. l'agence Voilà. Et pour emploi jeune. revenir, si vous me permettez, pour revenir à Rapidement, sa oui. question, moi, je ne connais personne dans l'agence emploi jeune. Je suis allé vers l'agence emploi jeune et quand j'ai été retenu pour la formation, ça m'a fait rire, mais les gens m'ont dit que, il paraît que quand vous partez à la formation de l'agence emploi jeune, vous vous enregistrez pour vous mettre dans le parti du RHDP. Chose qui Oh est my totalement God. fausse. Non, Force. il fait bien de Mais le c'est ce dire. qui se raconte. C'est ce qui se raconte. Donc, je veux dire qu'il serait préférable de venir à la vraie information, à la source, et d'éviter ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Très bien. Merci Moi, beaucoup. moi, Herman. Ma question à son endroit, quand il a dit ici, à l'origine, il avait fait ressources humaines et communication. Aujourd'hui, il a un autre métier. Quand il fait la comparaison, parce qu'on fait des métiers par passion, est-ce qu'il regrette d'avoir embrassé avant la spécialité de ressources humaines et communication? Est-ce qu'il se sent aujourd'hui à l'aise en tant que, dans le charrot, Les charrues élévateurs. dans le Le chariot chariot élévateur? élévateur. Alors, merci pour la question qui est très pertinente. Je peux vous rassurer que je ne regrette rien. Et je me sens vraiment, carrément à l'aise. Voilà, parce que, comme je le disais à quelqu'un, si j'avais vite su l'importance d'un métier, je n'allais pas aller même à l'université. Très tôt, Vous allez vous engager. j'allais m'engager. Peut-être qu'aujourd'hui même, j'allais travailler à mon propre compte. Très bien. Merci beaucoup, M. Zawi. C'est plutôt moi qui vous remercie. Alors, M. Koulibaly, à entendre M. Zawi, on constate que, comme certains disent sur les réseaux sociaux, l'année de la jeunesse est en train de finir, on ne voit rien. Ce sont des preuves que, voilà, ça travaille, le gouvernement travaille. Et ce qui est bien, c'est que on a un cas pratique et on peut lui poser des questions directement et on l'a fait. Et tous, ce sont des cas et tous, ils sont insérés, n'est-ce pas? Oui, ils sont insérés et ils sont en deux groupes. Il y a ceux qui commencent en décembre sur un chantier au niveau de Korogo et de San Pedro, qui pour une partie, et il y a ceux qui sont déjà insérés. Est-ce que veut dire ceux qui parlent de l'année de la jeunesse, qu'ils ne voient pas les fruits, eux, ils sont un exemple. On peut en citer plein. Il y a 5000 jeunes qui ont été recrutés pour être formés sur les métiers du sport, qui en sont des exemples. Il y a 1200 qui sont en train de sélectionner pour les métiers du tourisme dans le cadre de la Cannes. Il y a encore 1000 qui sont en formation sur les métiers du numérique. Il y a 6555 jeunes qui ont été sélectionnés dans les métiers de l'apprentissage. Il y a 8200 jeunes sur les stages écoles. Il y a 11 000 jeunes qui ont bénéficié d'immersion pendant les vacances scolaires. Et au-delà, il y a encore des jeunes qui ont été formés la semaine dernière qui vont bénéficier de financement. Tous ces éléments-là constituent des réalités de l'année de la jeunesse. Et je peux vous rassurer que d'ici la fin de l'année, nous n'allons pas nous arrêter parce que nous allons toucher plus de 100 000 jeunes. Très bien. 1 minute à Élysée et 1 minute à Herman. D'accord. Nous savons que la frange de la jeunesse qui est la plus importante est une frange vulnérable. Donc l'État met ses dispositifs-là pour pouvoir aider la jeunesse. Mais dans cette frange-là, il y a encore une autre frange qui est beaucoup plus vulnérable, qui est les femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir la proportion des dames dans ces cohortes de formation? Elles sont à combien la proportion? Et puis, c'est quoi le résultat? Est-ce qu'elles sont arrivées à s'insérer jusqu'à aujourd'hui? Il faut situer les formations à deux niveaux. Longtemps, les femmes ont délaissé des métiers dits métiers d'hommes, dans la mécanique et autres. Mais aujourd'hui, la dynamique est en train de changer. Sur nos dispositifs, nous exigeons un minimum de 30% de femmes. Mais cette dynamique est en train d'évoluer. Sur les formations, on a autour de 32, 33. Mais sur les stages, par exemple, on a plus de 55% de femmes. Et vous allez constater, les directeurs vous le diront, à compétences égales, à l'entretien, les femmes montrent plus d'aptitude que les hommes sur certains dispositifs. Et nous-mêmes, sans forcément mettre de stratégies spécifiques, on se rend compte que naturellement, les femmes sont plus, la sélection se fait. arrivent à aller
plus loin que les hommes. Est-ce qu'on a les proportions aujourd'hui en termes de pourcentage? Oui, c'est ce que sur les formations, on a tous les 32% des femmes. Sur les stages, on a tous les 55% des femmes. Oui, ma question, c'est qu'en est-il de la situation de ceux qui avaient bénéficié d'une formation, par exemple, à l'Académie des maires, qui devaient travailler à aider au niveau maritime? Parce qu'il y en a qui nous contactent souvent, qui disent que depuis là, ils n'ont pas encore trouvé un point de chute en termes d'insertion. Merci beaucoup. Et là, la question me permet de faire une bonne clarification. Au départ, ils étaient 1000. Et sur les 1000, aujourd'hui, nous sommes à 483 qui sont en emploi direct. Et il y a un certain nombre qui ont effectué des stages. Il y a un certain nombre de jeunes qui restent encore, qui est un nombre résiduel. Aujourd'hui, nous sommes en pourparlers avec des entreprises qui nous ont donné des garanties pour les recueillir. Hier, il y a une équipe, bon, peut-être que je ne suis pas forcément autorisé à citer des entreprises, donc qui ont donné des garanties. Moi-même, personnellement, j'ai discuté avec ces jeunes pour les rassurer de leur situation. Ce qui est sûr et certain, pour l'agence emploi jeune, chaque jeune est une priorité. Et nous n'allons pas nous arrêter tant que le dernier jeune ne sera pas en entreprise. Donc, sur la question de ces jeunes-là, vous continuez à y travailler? Nous continuons à travailler. Nous sommes dans le processus. Nous sommes dans le processus. Vous avez dit qu'une cohorte de 483 avait déjà été inséré. Très bien. Et donc, il resterait? Il resterait autour de 500 et quelques. Ouais, mais ces 500 et quelques, il y a ceux à qui nous avons demandé de venir pour les financements de projets. Jusqu'à présent, et nous, c'est l'occasion pour moi de les rappeler à venir parce qu'ils ont un besoin qu'ils ont exprimé. Nous leur offrons des opportunités et c'est à eux aussi de faire le pas. Nous leur avons demandé, et c'était une instruction du ministre Mamadou Touré, d'insérer la totalité de ces jeunes. Nous leur demandons encore de revenir vers les guichets emploi pour bénéficier des opportunités que nous mettons à leur disposition. Alain? Si je vous demandais par région, vous avez une idée des statistiques? Moi, j'aime beaucoup les chiffres. Je n'ai pas les chiffres ici, mais nous tenons à cela dans nos dispositifs. Si vous arrivez à l'agence, vous verrez que nos bases de données sont déclinés jusqu'aux sous-préfectures. Même les villages, nous essayons de les ressortir dans les bases de données pour tenir compte de la répartition géographique. Parce que pour nous, nous faisons une coloration de la carte du pays pour nous assurer que chaque région est impactée. Donc ce n'est pas seulement une démarche urbaine ou abidjanaise. La zone rurale est plus importante aujourd'hui pour nous en tenant compte de tous les fléaux que vous connaissez parce qu'il faut apporter une réponse à ces jeunes. Ne pas les amener à désespérer du village, ne pas les amener à désespérer de leur localité. Et à faire d'autres choses. Les amener à faire d'autres choses. Donc, nous essayons d'apporter, donc nous mettons à disposition aujourd'hui un dispositif d'apprentissage rural que nous allons développer. Il y a le TIMO Plus que nous développons. Donc, et il y a les AVEC aussi, donc les associations villageoises de crédit et d'épargne que nous mettons en œuvre pour adresser ces personnes qui sont dans les localités reculées. Vous faites aussi la formation des jeunes travailleurs agricoles parce que oui, dans le cadre de l'apprentissage rural, nous le faisons, en tenant compte des spécificités économiques des localités. Parce que nos réalisations dans les localités tiennent compte sur des études sur les bassins d'emploi dans les localités, donc pour ne pas faire des choses qui ne correspondent pas aux réalités de ces localités. Alors pour les travailleurs agricoles, quand ils travaillent, bon, ils sont formés et ensuite quand ils doivent travailler, qui les paye? C'est l'État ou c'est l'exploitant agricole? Très généralement, ils ont 2-3 débouchés. Souvent, nous travaillons avec des coopératives qui peuvent les récupérer. Ils ont accès au financement. Et aussi, il y a des entreprises aussi, des exploitants, comme vous le dites. Par exemple, si vous le permettez, nous avons une collaboration avec Palmsi qui va prendre 1104 jeunes, donc où il y a une partie qui ira sur les plantations. Pour emploi direct. Oui, emploi direct. Une partie qui ira dans les usines. Très bien. Messieurs, une dernière question. Élisée, vous étiez en train de dire des choses... De bouillonner? Voilà. Oui, bouillonner. Non, moi On sent qu'il maîtrise le dossier. Non, j'apportais dans la parole à un jeune peut-être. Non, moi j'apportais juste un additif à ce qu'il disait. Dites tout haut ce que vous pensiez. Non, il a posé la question de savoir est-ce que ces jeunes, il y a un dispositif pour pouvoir, quand on finit de les former. Moi j'ai dit, quand on finit de les former, ils demandent du crédit, on leur donne des crédits, ils s'installent à leur propre compte en tant qu'agriculteurs. Mais moi, très bien, on a fini. Hein. Daoud, on a passé, vous n'avez plus rien à dire. Bon, Daoud, allons-y. Merci Christian de ne pas m'ostraciser. La dernière question, c'est de savoir, je pense que quand ils finissent ces formations, ils sortent avec des certificats. Je veux savoir pour ceux qui sont insérés, qui après veulent aller dans un emploi peut-être salarié au niveau de la fonction publique, est-ce que c'est possible avec ces diplômes-là? Pas forcément, tout dépend. La fonction publique a ses critères qui ne sont pas forcément liés sur ces critères. Donc, les examens de la fonction publique ne sont pas toujours les mêmes.
Très bien, merci beaucoup. Lorsque M. Zahui a pris la parole, il a dit si j'avais su que j'avais la capacité de faire ces formations avant, je ne serais pas allé à l'université. Et ça pose une vraie problématique. Je pense que c'est une question que le gouvernement adresse pour voir un peu comment gérer et augmenter justement la capacité technique en Côte d'Ivoire pour que des jeunes continuent et puissent sortir avec voilà, une qualification directe, emploi, qui leur permettrait de bien vivre et s'occuper de leur famille. Merci, Monsieur Ayouba Coulibaly, d'être venu. Je rappelle que vous êtes sous-directeur développement des compétences, agence emploi jeune. Et avec vous, on parlait du programme de formation, de reconversion et de requalification de ces jeunes. Merci d'être venus, les jeunes. Merci. Alain, merci. Merci. Herman, merci. Élisée, Daouda. Merci, Christelle. Alors, merci. Ça a été... Merci encore une fois. Merci d'être venu. Nous, on se retrouve demain. Merci à la régie, à l'édito Maillé et Rassis, à la réalisation, à tous les techniciens qui ont travaillé d'arrache-pied pour que ce programme puisse voir le jour. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. À demain.